Alors, on est ensemble, on va essayer de tenir les horaires. C'est ça qui est bien en éducation thérapeutique, c'est que l'heure, c'est l'heure. Quand vous affichez à un patient que vous allez faire une séance et qu'il vous regarde avec grands yeux en disant « Non, ça durera 30 minutes », je peux vous garantir que 30 minutes après, il faut avoir fini. Donc, on va faire en sorte d'être tous très paisibles et de finir à l'heure. En même temps, je ne pouvais pas en vouloir à Marlène et à Sylvie avant, c'était très intéressant. Et elles ont essayé, devinez quoi? Du wood clap. Et devinez qu'est-ce que vous allez essayer maintenant? Devinez. Ah ouais. Du coup, je passe où, quand, comment? C'est tout moderne. Là, ça y est, trouvé. On est ensemble pour une bonne partie. Je vais laisser tout d'abord, voilà, j'en parlais. Je vais laisser la parole à Amélie et à Claire. Voulez-vous qu'on se présente? Oui, bon, d'accord, ok. La salle, il faut parler. Hein. Si vous parlez pas, alors là, merci. Donc, j'ai le grand plaisir à être devant vous. Je me prénomme Cathy. En fait, je suis médecin du CERCIEM de Grenoble en pédiatrie, responsable de ce CERCIEM, que j'aime beaucoup. Et en même temps, j'ai le plaisir de faire de la coordination nationale en éducation thérapeutique avec la filière muco-CFTR. Et donc, je suis complètement et entièrement dédiée à vous, sachez-le, mais en tous les cas, pas seule. Et enfin, comme si ça ne suffisait pas, je travaille à l'unité transversale en éducation du patient iséroise sur le département de l'Isère. Et comme tout UTEP, j'accompagne toutes les équipes qui veulent développer de l'éducation thérapeutique dans le beau département qu'est l'Isère. Et des fois, je suis face à des équipes qui prennent des patients que je ne connais même pas le nom de la maladie. Donc c'est très intéressant parce que ça ouvre. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a un dialogue universel qui est l'éducation thérapeutique et qui peut s'appliquer à tout patient, quelle que soit sa maladie chronique ou voire même sa maladie aiguë. On peut aussi faire de l'ETP dans l'aigu, mais ne le répétez pas parce que ça, l'HAS ne veut pas. Chut. Ouais, l'HAS, l'ARS, tout le monde. Bonjour Cathy. Donc Amélie Perrin, moi je suis infirmière d'éducation thérapeutique au CHU de Nantes, donc pour les CRCM pédiatriques, adultes et centres de transplantation. Et également avec Cathy sur le côté national, et notamment je pense que tout le monde connaît le GTEM, le groupe d'éducation thérapeutique et mucoviscidose. Certains l'appellent Je t'aime, j'aime bien aussi. On peut dire comme on veut. Et moi Claire Dary, je suis kiné au CRCM Nantes adulte et je fais partie du GTEM. Je vais tout de suite vous laisser la parole pour la diapositive suivante. Alors, la diapositive suivante, c'est justement le fameux WooClap, mais c'est toi qui les manipules, Cathy. Ça y est. Elle tremble quand on appuie dessus. J'ai l'impression de jouer à un joystick. Alors, pour ceux qui ne se seraient pas encore connectés au Wi-Fi depuis ce matin, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. On vous a mis le mot de passe là-haut, petit rappel. Donc, il faut se connecter sur le ESM public. Et en dessous, c'est le mot de passe. Et après, vous avez juste soit à flasher leur QR code, soit aller sur wooclap.com et à taper le code de l'événement, comme vous voulez. Peut-être qu'il y en a qui sont un peu loin et ça capte pas bien le QR code. Ou des comme moi qui a un vieux téléphone qui capte pas le QR code. Et on va essayer de faire quelque chose d'assez interactif parce qu'on sait que beaucoup se sont levés entre 3h30, 5h du matin, que c'est la digestion et que ça va être un peu compliqué sans café. Alors, est-ce que vous avez l'air d'y arriver? Oui, ça marche. Alors, est-ce qu'à la régie, s'il vous plaît, vous pouvez nous afficher le WooClap? C'est magique. Et voilà. Alors, il faut là-haut que vous mettiez du coup affiché, s'il vous plaît, sur le premier, à côté de comment participer. Et là, la flèche du coup à droite. Parfait. Donc la première question qu'on voulait vous poser, c'est comment vous sentez-vous vis-à-vis de l'IETP? Et du coup, vous pouvez répondre de 1 à 10. Donc là, on voit qu'on a déjà 99 personnes connectées et 7 qui ont répondu, 10, 12. C'est magique. Alors, en distanciel, vous pouvez faire exactement pareil. Hein. Ceux qui sont connectés en visio, qui ne sont pas avec nous ici, avec le même code d'événement sur WooClap que vous avez affiché là-haut. Donc, voilà, donc là c'est trop tard pour voter. Il y en a 45 qui n'ont pas eu le temps. Donc pour la deuxième question, vous allez être au taquet du taquet.
Vous pouvez aller sur wooclub.com et vous mettez le code de l'événement là-haut. C'est pareil. Par contre, il faut le faire vite parce que sinon, vous n'aurez plus le temps. Donc, la deuxième question, c'est pour vous, la IETP, c'est quoi? Donc, vous pouvez mettre un ou plusieurs mots-clés. Donc, c'est un par un. Chaque fois que vous mettez un mot-clé, vous validez. Et ça va nous faire un super nuage de mots qui évolue au fur et à mesure. Barbant. Ça va un peu nous donner le tournis, peut-être. Donc, on voit visio qui apparaît quand même en très gros. Distanciel. Donc, on a déjà 113 réponses. Vous êtes un peu plus réveillés qu'il y a 2 minutes. Il vous reste 10 secondes. Je vois compliqué qui apparaît, mais aussi pratique. Donc voilà, le nuage est fini. Donc on va retenir avec Claire, visio, distanciel, compliqué, pratique. Et je vais prendre Avenir parce qu'il est en rouge et assez gros quand même, et interactif. Je laisse juste prendre une photo. Voilà, super. Merci beaucoup. Et on peut passer à la suite et du coup revenir sur la présentation. Hop. Parfait, merci. Alors, ça s'appelle une mise en bouche. On a décidé qu'on vous faisait un atelier 2 étoiles. Donc, on vous a accueillis, on vous a fait la petite mise en bouche et on reviendra dessus à l'issue de cet atelier. Comment va-t-il se dérouler, en fait? On va essayer d'avoir 2 gros pavés qu'on on va travailler ensemble. Alors, pas forcément comme ça en interactif. On le fera avec les Woodclap et compagnie, mais moi, je serai un peu sur du descendant. En même temps, je suis un docteur, donc les docteurs, ils aiment bien le PowerPoint, un peu comme ça. Donc, on va travailler sur le côté des compétences que nous a montré. Alors, souvenez-vous, c'est l'ETP et les modulateurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ces modulateurs dans le champ de l'éducation thérapeutique? Qu'est-ce qui est apparu? Sur quoi il a fallu qu'on s'adapte? Donc, il y a évidemment tout le champ au niveau des compétences. Est-ce qu'il y en a des nouvelles, des compétences? On verra dessus, des anciennes qui ont besoin d'être ajustées. Quels sont les outils qui ont été développés pour le coup de manière assez rapide et j'en remercie beaucoup d'entre vous qui ont participé à ces groupes de travail. Donc on va vous les présenter, les pratico-pratiques qui vont venir montrer, vous apporter les outils. Et puis il y aura tout le côté, l'autre champ qui est, on voit bien que le patient s'éloigne un petit peu du CRCM pour diverses raisons. Et du coup, dans l'éloignement, l'ETP commence à être complexe à mettre en œuvre. Et du coup, comment peut-on faire pour remettre un peu des choses dans ce champ de l'éducation thérapeutique, un renouveau, d'où l'IETP. On s'est dit, tiens, on va parler avec vous de l'IETP. Pour cela, on aura le plaisir d'avoir Vanessa Rousset, qui est en distanciel, qui vous fera donc un peu le point route et qui vous montrera dans son champ à elle ce qu'elle a pu mettre en œuvre en distanciel, histoire d'avoir des idées et puis surtout de revenir sur ce... Après, entre guillemets, on sera revenu sur ces Woodclap et ça permettra aussi un peu de commencer à dire, oui, mais en même temps, il y a beaucoup d'équipes qui font, sans des fois s'en rendre compte. Donc, il va être un peu la partie d'Amélie et de Claire. Donc, un premier gros paquet, les compétences, un deuxième gros paquet, les séances. Comment faire à la fois les séances et avec nos patients et ces nouvelles compétences. Alors, pour ce faire, il y a pas mal de petites choses qui sont apparues au fil du temps, comment on a travaillé ensemble. Il y a déjà un peu de littérature, mais vous entendez vite qu'on est un peu limité sur la littérature de ce que font le patient, quels sont les différents besoins qu'apparaît auprès des patients qui ont du CAF Trio, qui sont sous CAF Trio, ou des autres d'ailleurs. Il y a des groupes Facebook aussi où il y a eu beaucoup d'échanges qui permet aussi de voir un peu ce qui se passe en off sans qu'il y ait un regard médical ou de CRCM. Et puis enfin, il y a des groupes de travail qu'on a mis en place avec des gros brainstorming, avec des padlets, avec plein de choses qui sont sorties. Je voulais juste vous présenter les différentes façons de recueillir un peu tous ces nouveaux éléments parce que vous avez bien vu ce matin que en fait, il n'y a aucun recueil de tout ce que l'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, il faut bien réunir un maximum d'éléments pour avancer dans ce champ-là. Alors, du coup, on va faire 2 temps. Moi, patient, patiente.
quelles sont des compétences auxquelles il faut que je fasse face. Est-ce qu'elles sont nouvelles? Est-ce que c'est des ajustements des anciennes? Et là, je me suis permise de vous les scinder en 2 gros groupes. Un qui s'appelle les compétences d'auto-soin, ce à quoi je dois savoir faire face. Et un autre, c'est vraiment des compétences beaucoup plus psychosociales ou d'adaptation. Alors, la liste n'est pas exhaustive. Hein. C'est celle qu'on a principalement repérée pour travailler dessus et proposer derrière des séances d'éducation thérapeutique. Il est arrivé des termes comme apprendre à respirer autrement. Voilà, comment on aborde cela. Pratiquer l'activité physique adaptée à mon nouveau souffle, à mon corps. Réagir face à de nouveaux signaux ou signes d'exacerbation pulmonaire. Équilibrer ses repas, ses apports en sel. Comprendre les modes d'action des modulateurs. Optimiser la prise des modulateurs, l'adhésion, le repas gras, les horaires. Et on a vu que ça a déjà un peu titillé tout à l'heure le topo. Adapter ses traitements en fonction de sa journée, de son projet, de son corps. Ça, c'est au sens global, les antibiotiques, les aérosols, etc. Repérer les effets indésirables des modulateurs et pouvoir en parler au CRCM. Donc là, il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compétences. On pourrait certainement en mettre d'autres, mais ces 8 compétences un peu emblématiques qu'on a vu sortir, j'ai volontairement pas voulu, entre guillemets, les stadifier ou les hiérarchiser pour pas qu'on aille tout de suite dans un champ plus que dans un autre. Moi, j'aime bien que ce soit du grand n'importe quoi et que tout soit mixé, parce que c'est ça la vie. C'est à la fois comment prendre mes médicaments avec les horaires et en même temps équilibrer mon repas, alors qu'on me demande de manger gras le matin. Donc tout ça, un peu, c'est intriqué l'un dans l'autre. Mais ça vous donne des idées de travail avec vos patients sur des séances d'éducation thérapeutique. Arrive la compétence d'adaptation. Elle est beaucoup plus complexe et j'ai préféré vous laisser déjà la liste de l'HAS, qui est se connaître soi-même, avoir confiance en soi, savoir gérer ses émotions, maîtriser son stress, développer un raisonnement créatif et une réflexion critique, développer des compétences en matière de communication et de relations interpersonnelles, prendre des décisions, résoudre un problème, se fixer des buts à atteindre, faire des choix, s'observer, s'évaluer, se renforcer. Ça, c'est la liste que l'on trouve dans le référentiel de 2007 de l'HAS. Elle est très complète, donc j'ai préféré la laisser. Mais après, quand on la réadapte au niveau de la mucoviscidose, enfin, je ne l'ai pas réadaptée, j'ai laissé des items que vous trouvez dans les compétences d'adaptation, mais on en a trouvé d'autres ensemble autour de muco-émodulateurs. Faire face aux changements physiques, psychiques et identitaires. Ça, c'est ressorti énormément. Se projeter dans un avenir inconnu. Vivre avec des incertitudes. Parce qu'effectivement, ils vous ont beaucoup questionné, ou on est beaucoup questionné sur l'avenir. 2 ans, 5 ans, 10 ans. Devenir parent, prendre soin de soi, trouver un nouvel équilibre, place dans la famille, notamment avec les aidants, avoir des projets, et puis faire valoir ses droits qui sont en train d'être un peu déstabilisés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 compétences d'adaptation qui sont assez larges et qui certainement ne sont pas exhaustives, et on est bien d'accord. Mais l'idée n'était pas de vous présenter la liste, le référentiel de compétences, c'est pas ça. L'idée, c'est que ça vous questionne et ça vous renvoie à certaines formes d'éducation thérapeutique que vous avez envie de mettre en œuvre dans vos CRCM. Au passage, j'ai des jolies petites images. Je cherche l'île de la Réunion. Des jolies petites images. Ils ont travaillé sur toute une séance. On en pourra une fois les présenter, avoir un peu plus de nouveau des relations autour de ce que vous faites, vous, dans les CRCM en matière d'éducation thérapeutique. D'ailleurs, 1000 excuses cette année, flemme. Il n'y a pas de foire aux outils parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le boulot que c'est d'organiser ça. Donc, on a décidé qu'on le ferait tous les 2 ans. Donc, l'année prochaine, foire aux outils ou salon des outils. Donc, et du coup, c'est un outil qu'ils ont développé à l'aide d'une illustratrice, Anne Neurenberger, qui permet justement d'avoir des cartes pour ouvrir la parole. Ils vont l'utiliser, je ne vais pas parler à leur place, aussi bien sur du BEP que des séances, et tout ça avec un truc qu'on leur fera présenter certainement l'année prochaine. Je leur mets la pression. Vous m'arrêtez si jamais vous voulez une question, etc. Les questions, c'est au fil de l'eau. Hein. Je sais bien qu'on est sur une estrade, mais si vous prenez la parole et vous parlez. Hein. D'accord ?
Alors, en même temps, une fois qu'on a dit nouvelles compétences ou ajustement des anciennes, vous en avez vu certaines, elles sont ajustées, comme respirer autrement, etc. Et puis d'autres sont des nouvelles. Mais en même temps, ce qu'il faut aussi déjà questionner, c'est quels sont les besoins aussi des patients. Et ça, c'est primordial, les besoins. Si on ne va pas aller écouter de quoi ils ont besoin, on va être complètement à côté de la plaque. On va faire des jolies petites plaquettes, une belle information bien chiadée, mais dont le patient, si ça ne répond pas à son besoin, il ne va pas l'utiliser, il ne va pas s'en saisir, il ne va pas faire de lien. Donc, qu'est-ce qu'un besoin? Alors là, je vous ai mis deux façons de voir un peu les besoins. Et j'ai exprès pas parlé de BEP. Il faut savoir que il y a à la fois la fameuse pyramide de Maslow, que vous allez avoir après sur le PowerPoint, qui est que pour me sentir bien, il faut d'abord les besoins physiologiques. Il faut que je sois en bonne santé, il faut que j'ai à manger, il faut que je sois en sécurité, il faut que je sois dans un univers qui m'apporte de la stabilité, être aussi d'intégrer dans un groupe, être accepté, aimé, et l'ultime, la partie supérieure, c'est vraiment l'accomplissement, s'épanouir, se développer. Et à cela, Christian de Villiers en a rajouté d'autres parce qu'il trouvait ça très hiérarchique et très pyramidal. Et lui, il mettait plutôt d'autres besoins qui peuvent être de se sentir exister, donc des besoins de position, avoir de la stimulation, sentir les sensations, vivre des choses, besoin de protection, on la retrouve, de structure, de différenciation, c'est-à-dire j'appartiens, mais en même temps je suis différent. On n'a pas envie tout le temps d'être exactement les mêmes, donc avoir une différenciation. L'autonomie, très importante, l'adaptation, qu'elle soit sociale, professionnelle, relationnelle, et un besoin de reconnaissance. Celle-ci, je l'ai trouvée, quand j'ai préparé le topo, peut-être un peu plus complémentaire, avec moins un côté pyramidal. Et puis surtout, on se rend vite compte, dans ces deux approches de besoins, c'est que nous, on va répondre qu'à une partie. Nous, les soignants, on n'a pas à répondre à tous les besoins. Donc vraiment, aller au-devant des besoins d'autonomisation, aux besoins d'autonomie, de reconnaissance, voire même de protection, mais n'allez pas au-delà. Il y en a qui nous appartiennent à nous, chaque être humain, et c'est à nous-mêmes de trouver les ressources. Donc tout ça débouche vers un BEP CAF Trio, dont je laisserai la présentation de ce BEP CAF Trio qui ont été faits par le GTEM. Et enfin, nous, soignants, il va falloir aussi qu'on change. Nous aussi, on a besoin de nouvelles compétences ou d'adapter nos anciennes. Et je trouvais ça chouette d'arriver finalement après ce que j'ai entendu à midi. Déjà, il faut qu'on change de focale. On a vraiment clairement vraiment besoin de poser nos lunettes de soignant, notre bienveillance de soignant, qui en est parfois tellement trop bienveillante qu'elle en est malveillante, pour vraiment reprendre les lunettes du patient. Il va vraiment falloir essayer d'avancer avec cette nouvelle donne qui arrive. Et puis en même temps, ça va nous provoquer en nous, et vous l'avez entendu en conclusion, un nouveau paradigme. C'est un des médicaments qui soigne, et pourtant, 3 petits points. Au début, je l'ai mis comme ça. Je m'étais dit non, je ne vais pas mettre ça sur un topo, mais néanmoins, elle est là, l'histoire. C'est qu'en fait, il y a des médicaments qui soignent à l'heure actuelle, et pourtant. Eh bien oui, il va falloir travailler avec le « et pourtant ». Soit mal pris, soit pas compris, soit trop pris, soit des fois pris, pas pris. Et du coup, il va falloir qu'on s'encadre, nous, les équipes de CRCM, des analyses de pratique, de la supervision, et puis faire un petit peu confiance aussi à cette notion de temporalité. À un moment donné, nous, on voit les choses, et la temporalité du patient n'est pas du tout la même. Est-ce qu'on aura planté une fois dans le sol par une séance d'éducation thérapeutique prendra sens peut-être plus tard, beaucoup plus tard. Donc il faut vraiment pas s'accrocher là-dessus en se disant il faut qu'on leur explique que c'est important parce que le temps est de ça. Non. Et je vous renvoie à toute la littérature qui est faite au niveau du cancer, et elle est très surprenante. Quand on est atteint de cancer, il y a en fonction des uns et des autres, la réaction sur le soin et la prise en charge du cancer est totalement différente. Et il y a des paroles de patients, il y a un très joli film qu'il faudrait que je vous mette probablement dans ce topo, parole de patient qui dit en fait, moi, j'ai décidé de me traiter que quand j'ai compris ce que je provoquais dans ma famille. Alors qu'il était très compétent, qu'il avait très bien compris quels étaient les enjeux de ses soins. Donc il faut vraiment un peu travailler là-dessus. Et si vous avez des doutes, rappelez-vous qu'il y a d'autres maladies mortelles avec des traitements qui sont ou pas mis en œuvre ou pas, et qui pourtant, ça fait partie de la vie.
Et puis il y a notre avenir à nous, le CRCM, puisqu'effectivement, on sent bien que cela un petit peu change, bouleverse nos CRCM. Et puis du coup, je vous ai mis un tout petit peu, je vous ai insufflé des ouvertures. Alors j'ai mis la porte du CRCM de l'île de la Réunion, la loupe, vous les mettez où vous voulez. Il y a le patient partenaire qui peut nous aider justement aussi dans l'accompagnement, qui peut aussi trouver d'autres mots, d'autres raisons, être présent au moment de séance et donner tout d'un coup le déclic pour faire différemment. Vous avez vu, j'utilise sciemment pas du tout les termes pour prendre le médicament, pour faire différemment. Il y a l'IETP qui va permettre peut-être de remettre en route de l'ETP d'une autre façon. Et puis bien évidemment, moi j'y crois beaucoup à la télémédecine. Je pense qu'il faut vraiment qu'on inclue tout ça dans quelque chose de plus distanciel. Et je suis sûre et certaine que même avec la distance, on arrive à faire de la qualité et de la relation. Preuve en est, le GTM se réunit 3 fois en visio et 2 fois en présentiel dorénavant tous les ans. Et pour autant, on a toujours autant de plaisir à se voir, que ce soit en visio ou que ce soit en présentiel. J'oublie juste des fois que les gens sont très grands ou très petits, mais c'est tout, quoi. On est à part ça. Donc tout ça un petit peu pour dire que l'ETP, c'est vraiment tenter la personne à se créer un mode de vie porteur de sens pour elle et compatible avec sa situation, et ce, quelle que soit son affection. C'est ça, à mon avis, le message que j'avais envie de vous faire passer. Du coup, un petit élément où je passe la suite. Des réactions? Des questions? Une petite sieste? Non, ça va, il rigole, il m'écoute. Merci Cathy. De rien. C'est une photo à moi. Ça, c'est pour Germain. Tu veux dire que c'est une photo que tu as prise? Ouais. Bravo. Oui, pardon. Donc, on va passer à la suite. Donc, Cathy nous a bien introduit sur les 3 prochaines interventions. Et notamment, donc maintenant, on va accueillir les animateurs de groupe du GTM, parce que vous avez vu, le GTM est en train de prendre une ampleur à laquelle Cathy et moi, on n'arrive plus à faire face. Donc, on a la chance d'être épaulés par pas mal d'animateurs de groupe. Et du coup, les animateurs des groupes modulateurs vont venir maintenant vous présenter les nouveaux outils qui ont été conçus ces derniers mois, voire années. Donc, en premier, ça va être Agnès et Germain. Et puis, on va enchaîner après. Je vous présenterai les gens au fur et à mesure. Donc Germain qui est patient et qui coordonne notamment le groupe CAF Trio Facebook et qui est responsable de la délégation territoriale Aquitaine, si je ne dis pas de bêtises, sinon il me corrigera. Et Agnès qui est infirmière coordinatrice à Rennes Pédiatrique. C'est impressionnant. Allez, je vous laisse. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, là, du coup, Amélie m'a présenté. Donc, tu as dit que j'étais modérateur sur le groupe CAF Trio. Oui, parfait. Donc, nous, on va vous présenter 2 outils. En fait, on était parti dans un premier temps pour faire un BEP adulte autour de CAF Trio quand il est arrivé. Pourquoi? Justement, en réaction avec le groupe CAF Trio sur Facebook, où il y avait énormément de questions, énormément de propos, de témoignages de patients. Et au final, les soignants, vous n'aviez pas trop de moyens de cadrer ça, vous, en consulte. Et donc, c'est un peu comme ça qu'est né le projet du BEP. Très vite, l'évolution de l'accessibilité à ce traitement-là a évolué. Et du coup, on a tout de suite aussi voulu, nous, évoluer le BEP. Et Agnès vous présentera la partie plutôt enfants et adolescents. Le gros? Ok, bien. On a eu peur. Donc moi, l'objectif global, c'était de pouvoir vous cadrer votre interrogatoire avec le patient et surtout lui permettre de communiquer avec vous de potentiels effets secondaires qu'il n'a pas forcément identifiés comme liés à CAF Trio et qui, vous, par le biais de la redondance entre patients, peuvent exprimer en tant que CAF Trio une sorte de pharmacovigilance déguisée par le biais du BEP. Il y a évalué donc les effets secondaires et surtout pouvoir échanger avec votre patient, ça permet de le connaître d'un point de vue médical, mais aussi un petit peu d'un point de vue un peu plus élargi, notamment sur des effets potentiels psy et autres. Et surtout de pouvoir diriger son patient suite à cette utilisation auprès de professionnels ciblés, donc le psychologue, le diététicien, le pneumologue en fonction de son interrogatoire sur le BEP. Donc, en fait, on présente
Le BEP est comme ceci, on le présente à son patient, on lui laisse le prendre en main, le lire, le survoler. Alors il est en 2 étapes, ça c'est la phase A et ça c'est la phase B. Alors on va d'abord se concentrer sur la phase A. L'idée c'est que durant l'utilisation, en fait, on propose à son patient de communiquer sur 1 à 2 items qui lui tiennent à cœur, et en fait il va vous cibler sur ce qui peut l'alerter. Typiquement, pourquoi on a différentes bulles, donc différents items principaux. Vous voyez l'alimentation, l'équilibre glycémique, les activités physiques, le souffle et la respiration, et le sommeil. On a tenu à mettre le sommeil, pourquoi? Parce que typiquement au début, alors maintenant ça commence à se connaître, mais au début, CAF-TRIO, moi j'ai l'ATU depuis le tout début, j'ai tout de suite remonté cette histoire de sommeil difficile avec CAF-TRIO. Les soignants m'ont dit, c'est dans ta tête, ça n'existe pas, sauf que par la multiplicité des cas, ça a fait consensus de dire peut-être il y a une liaison. Et en fait, les patients ne sont pas tous au courant de ça. Et en voyant l'item, ils peuvent se dire « Ah, mais c'est vrai, moi aussi j'ai du mal à m'endormir, moi aussi je fais des cauchemars. C'est peut-être lié à CAF-TRIO, donc du coup j'en parle lors de ma consulte avec le soignant. » Celle-ci, par exemple, était pour illustrer ce phénomène-là. Après, les autres sont plus consensuels pour vous, donc on ne va pas les développer. La deuxième partie est un peu plus touchy peut-être pour certaines équipes, avec notamment la bulle du haut, la bulle plutôt dite intime. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est important aussi pour les patients de communiquer, notamment au niveau de la fertilité pour les femmes. On sait qu'il y a eu beaucoup de grossesses avec CAF-TRIO, par des méconnaissances, par des volontés aussi de patientes. Et donc, cette bulle-là était aussi pour ça. On a une autre bulle qui peut être peut-être sujette à interrogation, c'est la bulle consommation. On a voulu vraiment que le BEP soit fait dans un point de vue positif auprès de votre patient. On n'est pas là pour le stigmatiser et qui, en fonction des termes qu'on avait évoqués dans les préparations du BEP, on avait plutôt des visions qui étaient un peu plus ciblées, un peu plus orientées pour le patient. Et du coup, le risque, c'est qu'il se braque et qu'il ne vous en parle pas. Là, on est volontairement neutre pour peut-être qu'il vous l'évoque et qu'il se livre en toute transparence pour vous, après, pouvoir aboutir sur les bons diagnostics. Et maintenant, je vais laisser la place à Agnès pour la partie enfant et ado. Alors, le BEP adulte, vous l'avez dû le recevoir dans les CRCM depuis plusieurs mois déjà, donc j'espère que vous l'avez pu l'utiliser. On l'avait présenté l'année dernière, enfin, on avait commencé à le présenter l'année dernière à la journée il y a un an. Donc le BEP enfant, en fait, au départ, on est parti sur le 6-12, et puis très vite, on a été rattrapé avec CAF-TRIO 2-5 qui arrivait, donc on s'est mis à retravailler sur le 2-5, et finalement, il n'y a pas longtemps, on a décidé de faire un seul outil, il y aura juste quelques cartes qui vont changer. Alors, ce qu'on a travaillé sur le BEP, vous allez voir tout à l'heure, au lieu de faire une feuille, comme c'est les enfants et qu'ils ont besoin de manipuler, ça sera des cartes en format A3 non, A5, toujours. A5, voilà. Donc, c'est pareil, c'est les mêmes objectifs, hein, c'est d'évaluer les besoins et le ressenti de l'enfant et aussi de ses parents, repérer les symptômes, les effets secondaires, et puis, voilà, les émotions de l'enfant. Donc, c'est le même système, on présente ça DM1. Bon, si on a déjà démarré, on le fera un peu plus tard. Et puis, on s'est dit que pour les 2-5 ans, ça se ferait évidemment en présence du parent. Pour les 6-12, ça peut être bien de faire ça en 2 temps. D'abord de faire avec l'enfant et puis ensuite de faire avec le parent. À 5 ans, on peut voir, vous connaissez mieux vos patients, que ça peut être différent d'un enfant à l'autre, quoi. Et puis, on va faire parler les cartes au départ et puis on va demander à l'enfant de choisir 1 ou 2 cartes. Et pareil pour les parents, et puis on a fait des cartes qui sont vraiment spécifiques aux parents. Donc voilà, je poursuis, comme ça vous allez voir directement les cartes, ça c'est plus parlant. Non, c'est l'inverse, c'est dans ce sens-là. Hop, voilà. Donc on a fait, vous voyez, les activités, l'alimentation, voilà, même symptôme. Les animaux domestiques, alors on a même été provoquant, on a même mis un petit lapin. Il y a peut-être des CRCM que ça va faire, mais voilà, c'est pour que l'enfant ait le droit à la parole, comme on avait mis l'alcool, le cannabis sur celui des ados adultes. La salle de classe, on s'est dit que pour les 2-5 ans, c'était pas très parlant, donc ce qu'elle nous avait proposé l'illustratrice, donc on aura les deux, c'est-à-dire que vous changerez la carte en fonction de l'âge de l'enfant.
Et puis ensuite, on a la cour de récré, le repas d'anniversaire. Vous voyez, on table un peu sur tous les projets, la famille, le repas en famille. Et puis on a mis aussi le sommeil, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont eu des réveils nocturnes on entend déjà ça. Et puis donc les traitements, comment il prend ses médicaments, est-ce que ça lui pose souci? On voit qu'il y a beaucoup d'enfants, ça leur rajoute des médicaments, donc ils auront peut-être des choses à dire, le souffle. Et puis les 2 cartes, vraiment pas pour les parents. Donc une question complètement ouverte, et puis aussi les droits sociaux, parce qu'on sait que chez certains ça a changé beaucoup de choses. Donc voilà, non, c'est pas nous, c'est la suite. Normalement, on espère que vous le recevrez, qu'il devrait bientôt arriver dans vos CRCM. Il est quasiment terminé. Il y a plus que le conducteur est quasiment terminé aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ou après? Non, c'est mieux maintenant. Est-ce qu'il y en a qui n'avaient pas le BEP CAF-TRIO adulte? Normalement, il a été distribué l'année dernière aux données scientifiques. Ouais. Il est téléchargeable sur le site. On va vous redire plein de fois site. Ouais. Sur le site ETP de la filière. Vous pouvez le télécharger, sinon vous pouvez nous faire la demande. Si j'ai oublié de dire quelque chose, pour évaluer les émotions, on n'a pas fait d'échelle des émotions. On a estimé que chaque CRCM avait déjà un outil auquel les enfants étaient habitués et qu'il utiliserait l'outil qu'il utilisait habituellement pour les émotions. Voilà. Et ce sera précisé dans le conducteur, du coup, ça, Agnès? Oui, ça sera précisé dans le conducteur, oui. Oui. Sur le site ETP de la filière muco-CFTR. Vous pouvez tout télécharger, les outils sont à disposition, en accès libre. Sinon, on vous l'envoie par mail. Donc, on va maintenant passer la parole à Cécile Combe, qui est... Ah, vas-y. Alors, nous, de notre côté, on a travaillé en petit groupe kiné et APA sur un peu les items que vous a cités, Cathy, tout à l'heure. Respirer autrement après les modulateurs, faire de l'activité physique maintenant que je suis sous modulateur. Donc, Cécile vous présente la première partie sur respirer autrement. Et avec Ellie, on vous fera la suite sur l'activité physique. Donc, bonjour, c'était donc une demande de se dire... après les modulateurs, en fait, qu'est-ce que c'est que de bien respirer? Je respire mieux, mais qu'est-ce que c'est que de bien respirer? Donc, on est parti de quelque chose que je pense vous connaissez tous, que vous avez tous bricolé, qui est le modèle du diaphragme. Et on a eu la chance d'avoir un partenariat avec Vertex qui nous en a fabriqué une centaine pour chaque CRCM. Et à partir de là, on s'est dit, avec ça, on peut travailler avec les enfants sur les bases de l'anatomie, alors très succinctement, mais ça permet, comme dans le livret Opirespi que vous connaissez tous, de situer la trachée, les bronches, le diaphragme. Et en même temps, on s'est dit, à partir de là, on peut aussi travailler sur la respiration abdominodiaphragmatique. Qu'est-ce que c'est de bien respirer? Qu'est-ce que c'est que d'inspirer? Pourquoi le ventre se gonfle? Donc, on a fait... donc avec Vertex, un conducteur, et puis avec le groupe, un conducteur de séance sur qu'est-ce que c'est que la respiration abdominodiaphragmatique. Donc avec différentes étapes, différents petits ateliers où l'enfant ou l'adulte, d'ailleurs, parce que on s'est aperçu aussi qu'il y avait des adultes qui étaient très contents de savoir où était leur diaphragme, parce que c'est pas forcément évident de le situer et de voir à quoi il sert. Mais du coup, voilà, on passe de la position allongée où on sent le ventre se gonfler, on sent le thorax se gonfler, à on repère, on manipule. Et alors là, il a l'avantage d'être extrêmement visible. Il a aussi l'avantage d'être assez gros et de susciter un petit peu le questionnement, alors, en tout cas en pédiatrie, de « Ah, c'est quoi ça ?» Et tout de suite, l'enfant a envie d'aller manipuler. Alors, très franchement, je ne sais pas si vous allez le recevoir dans les CRCM comme ça ou avec une petite option. Moi, je me suis sentie obligée, en tout cas en pédiatrie, de rajouter un raccord en T avec la bouche et le nez parce que je ne voyais pas quand même un système respiratoire sans bouche et sans nez. Donc voilà, bricolé de façon tout à fait artisanale avec un peu de coloriage et un raccord en T. Mais
voilà, il permet d'aborder pas mal de thèmes, donc vraiment le rôle du diaphragme, le rôle de l'hyperventilation, et puis après à chacun de se l'approprier avec ou sans le conducteur, et puis de mener sa séance comme il l'entend. En tout cas, c'est vrai que ça permet vraiment de visualiser le diaphragme et que le patient prenne conscience de ce que c'est que de respirer, d'inspirer complètement, avec en plus, je ne sais pas si tu parles de la fiche Voldine. Non, mais là, tu as fait la fiche conducteur pour les enfants, mais on s'est dit qu'on utilisait l'outil pour les adultes aussi, sauf que pour les adultes, on ne vous le présente pas aujourd'hui, mais on a travaillé sur des fiches, sur la mobilité thoracique aussi, sur la posture, sur le renforcement postural, pour compléter un petit peu la séance chez l'adulte qui a d'autres problématiques suivant son âge et l'histoire de sa maladie. Si vous avez des questions. Donc vous recevrez bientôt la bulle d'air, très bientôt on espère, accompagné des conducteurs dont Cécile vous a parlé. Donc peut-être Laure, tu peux juste passer les diapos, parce qu'il y avait le conducteur que vous aurez déjà sur le diapo. Voilà. Et passer du collège. Donc Élig, qui est enseignante à APA au CRCM de Roscoff, du coup. Et Laure, du coup, qui ne s'est pas présentée avant. C'est vrai. Qui est née au CRCM de Nice. Et donc, dans ce même groupe, on a travaillé et sur la partie respiration, mais on a travaillé aussi sur un atelier qu'on a nommé l'activité physique et moi après les modulateurs. Au final, on se rend compte qu'on peut l'utiliser même chez les patients qui n'ont pas de modulateur. Et on va le voir aujourd'hui. Il y a un des outils qu'on va tester tous ensemble, qu'on peut utiliser tous pour un petit peu prendre conscience des activités physiques que l'on fait au quotidien, pouvoir en discuter à partir de ces outils, savoir également s'auto-évaluer à l'effort, la gestion de son effort, de son souffle, de sa posture, et réfléchir sur ce qui peut être mis en place, changer au quotidien ou renforcer dans ce qu'on fait déjà. Donc on a créé 2 outils, à la fois un questionnaire ludique, donc pas du tout un questionnaire, parce qu'il existe déjà des questionnaires qui sont validés sur l'activité physique qu'on utilise en tant que soignant. Là, on voulait un outil qui soit vraiment ETP, ludique, sympa à faire. Pas scoré, non. Qui ne met pas dans des cases, Ouais. où on peut dessiner un profil. Vraiment une façon d'aborder en fait l'activité physique avec le patient sans prise de tête. C'est ça. Ouais. Et pour compléter cet atelier, on peut faire les 2 ou un d'entre eux d'ailleurs. On a fait aussi un petit test pratique à faire avec notre patient et qu'on puisse discuter avec lui ensuite. Donc c'est évidemment adapté aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Le questionnaire, vous l'avez là, mais on ne va pas le détailler parce qu'on va le faire tous ensemble. Ça donne lieu à un profil. Alors, on peut être plus dans les ronds, dans les étoiles, dans les carrés ou entre deux. C'est juste histoire de pouvoir ouvrir le dialogue et échanger là-dessus. Si tu veux autre chose. Non, mais on s'est justement en fait retrouvé un petit peu aussi en difficulté dans le fait que on trouve beaucoup de tests qui nous disent bah voilà, vous faites pas assez d'activité physique, faut en faire plus, faut en faire plus, faut en faire plus. Mais en fait, on trouvait pas trop l'inverse sur peut-être que vous en faites, alors pas trop, mais vous en faites pas mal. Attention au risque. Parce qu'en fait, on partait directement dans les questionnaires d'addiction au sport, donc on ne voulait pas rentrer non plus dans tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de condenser sur un test comme ça. C'est ça, et qui est un peu le format de questionnaire de magazine, comme on pouvait trouver à l'époque quand on remplissait des magazines de façon ludique. Les magazines féminins, c'est vrai, tout à fait. On a créé aussi des petites fiches conseils pour faire suite à ces résultats, enfin j'aime pas le mot résultat, mais voilà, qui ont été faites en fonction de ce que la discussion va ouvrir. Et on va directement tous scanner ce QR code et essayer tous ensemble de remplir ce questionnaire. Comme ça, vous aurez un peu votre profil. Alors à la fin, vous saurez pas si vous avez plus d'étoiles, plus de carrés, plus de ronds, parce que en direct, ça ne le permet pas. Si vous voulez le savoir, il suffit de nous envoyer un mail et je peux vous l'envoyer à la fin. Là, on verra ce que la salle répond par question, en fait. Est-ce que c'est bon pour le QR code ? Alors, je vous laisse le temps et je vous dis que comme on est quand même pris par le temps et qu'il y a 10 questions, il va falloir être très réactif pour répondre aux questions, voir si vous êtes bien réveillé ou pas. Parce que chaque question, c'est 10 secondes pour la réponse. Soyez prêts. Pas le temps de mentir. Faut pas trop réfléchir, faut répondre spontanément. Faut répondre spontanément et ça sera la meilleure réponse. Est-ce qu'on peut lancer ? Allez, c'est parti. Donc, il faut faire afficher.
pouvez passer. Alors, sur votre temps libre, qu'est-ce que vous privilégiez? Une seconde. Ah, ça se partage. C'est pas mal. C'est pas mal. Question suivante. Ah, ils peuvent continuer à répondre même quand ça a bloqué, en fait. Ouais. On passe à la suivante pour ne pas perdre de temps. La boulangerie se situe à 1 km de chez vous. Comment allez-vous chercher votre pain? Ça marche pas? Elle est bloquée, alors j'ai du mal réinitialiser. Allez, c'est pas grave, on passe à la suivante, c'est pour que vous ayez une idée du questionnaire. Combien de temps par jour êtes-vous assis sans compter les repas? Tu réponds? Ok, votre dada pour monter les étages. Il y en a qui sont rapides. Alors l'objectif, c'est surtout que vous voyez un petit peu le genre de questions qu'on a fait. Hein. C'est pas, si tout le monde ne répond pas, c'est pas grave et vous pouvez le retrouver après. Question suivante. Ma relation avec l'activité physique. Je les lis pas, je vous laisse. Ah, tu regardes le symbole? Il triche! Ah non! L'activité physique, pour vous. C'est pour ça qu'il faut répondre rapidement, pour pas trop tricher. Il faut être honnête. Si je fais une activité physique, je ressens. Donc sur votre ressenti. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qui m'inciterait à faire une activité physique? Ouais. Quand je me motive à bouger, on me dit derrière qu'il y a des sportifs dans la salle. Et la dernière, dans une journée type, je m'identifie à. Donc là, ce sont des animaux avec les petits items. On va repasser sur les slides. L'objectif, c'était... Alors, on l'a encore jamais testé. Non. On l'a pas testé sur des patients, on l'a testé sur quelques collègues. Donc l'objectif, c'était que vous le fassiez de façon ludique. Et n'hésitez pas surtout à nous faire des retours. C'est pour ça qu'on voulait le tester un petit peu les questions aujourd'hui. La deuxième partie de l'atelier. Donc à la suite de ce questionnaire, on voulait faire quelque chose d'un peu plus pratique pour mettre en condition le patient. Donc voilà, on avait décidé de faire un petit circuit de training pour que le patient puisse tester un petit peu sa condition physique et surtout s'auto-évaluer. Donc sur des exercices très simples. L'idée, c'est qu'il fasse dans chaque catégorie un exercice, mais que lui va choisir, dans lequel il se sent à l'aise ou qu'il connaît. Donc, il va y avoir un exercice pour le bas du corps, le haut du corps, le buste, le cardio, l'équilibre. Alors, justement. Mais sans transition, sans transition, évidemment. On a été assez assis aujourd'hui, donc je vous propose de vous lever. Eh oui. Vous avez été sportif dans le questionnaire, donc on veut voir ça en pratique maintenant. On va pas tout tester. Non. T'as une dispense? Ellie, je viens avec toi. Je reste près du micro, moi. Ah non. Ah non. Donc normalement c'est 30 secondes pour un exercice et 20 secondes de pause pour le patient. Là, vu qu'on est un peu pris par le temps, on va faire 20 secondes, on a été sympa. Donc on va commencer, on va faire 3 exercices sur 5. Et... Espacez-vous un maximum. Et on va commencer par un exercice d'équilibre, soit yeux ouverts, soit yeux fermés, mais bon, yeux fermés, ça peut se tenter, je pense, mais juste attention aux copains à côté.
diaporama, il va tomber. Et en distanciel, vous avez le droit aussi. Donc c'est parti, 20 secondes sur un pied, le pied où vous êtes le plus à l'aise. Allez, on tente les yeux fermés. Moi, j'observe. Les yeux fermés. Apparemment, Laure tient au moins 1 heure sur cet exercice. Vous êtes hyper stable. Hein. Les yeux fermés? Et top. Ok, maintenant pour tester un petit peu vos cuisses, on va faire tout simplement des squats. Des squats. Et rapide. Donc un squat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on s'assoit et on se relève. Ok? Sur 20 secondes. Comment? Allez, 3, 2, 1, 20 secondes de squat, c'est parti. Et top. Et pour finir en beauté, un petit exercice cardio. On va faire vibrer, vibrer la salle. Vous allez courir sur place en faisant des petits pas très 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 vite. Tipping. 3, 2, 1, c'est parti. Ça vibre pas assez. C'est très long, 20 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, merci beaucoup. Ça a réveillé tout le monde. C'était cool. Ouais. Voilà, donc du coup, ce qu'on disait, je vais terminer là-dessus, c'est qu'à la fin de ce premier tour, le patient du coup s'auto-évalue avec des échelles EVA, donc sur l'essoufflement, sur l'intensité, sur ses sensations globales, voilà. Et après, voilà, il échange avec le professionnel au niveau des postures, de sa gestion de l'effort, et l'idée c'est qu'il peut faire un deuxième tour pour refaire avec les nouvelles consignes, quoi. C'est ça. Et en fonction de son ressenti, de ce qui a été trouvé là, continuer à échanger pour amener un autre atelier, savoir qu'est-ce que je peux faire en plus dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux changer, quel type d'activité je peux mettre en place en fonction de ce qui a été, de ce qui a été discuté tout au long de cet atelier. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En fait, l'objectif, voilà, c'est... Excusez-moi, faut que je parle. En fait, l'objectif, c'est de lui laisser faire un premier tour sans consigne. Et le deuxième tour est là pour le guider, l'accompagner et ajuster sa pratique, en fait. Ouais. Et dans les petites fiches qu'on a vues auparavant, suite au questionnaire, il y a quelques conseils sur comment faire plus d'activité physique, etc. Et sur cette fiche circuit training, on avait fait une fiche libre pour lui mettre les exercices s'il a envie de les refaire à la maison, lequel il avait choisi, combien de temps il va travailler, à quoi il doit faire attention, et ainsi de suite. Personnaliser au patient. Et personnaliser vraiment au patient ce jour-là. Ouais, et puis de toute façon, c'est fait aussi pour ouvrir sur d'autres ateliers de TP, etc. Donc après ça, on peut vraiment le spécialiser. Voilà. Et puis sur chacune des fiches, on a rajouté, n'hésitez pas après à revoir l'APA de votre service, à revoir le kiné de votre service pour refaire le point là-dessus, vraiment avec des conseils personnalisés. Je n'ai pas perdu, moi. Merci Déborah pour la question, ça m'a permis de reprendre mon souffle. On va laisser la parole maintenant à Claire, qui anime avec moi le groupe ETP Modulateur Traitement.
Donc, dans les besoins qui étaient ressortis, effectivement, il y avait un besoin sur un outil traitement. Le CRCM de Créteil nous a pas mal aidé, influencé sur les 2 premières parties dont je vais vous parler. Donc, le traitement, les objectifs, c'est comprendre et expliquer pourquoi il y a 2 comprimés le matin et 1 le soir. Donc, on peut utiliser des Lego Duplo, comme on peut voir là, avec les noms des molécules, des différents caftors. Après, avec les adultes, on peut utiliser juste des papiers où il y a des étiquettes en fait qui seront fournies dans la mallette, qu'on peut mettre sur des post-it, qu'on peut mettre sur des Legos. Les Legos sont pas fournis parce que c'était trop compliqué, mais c'est facile à trouver. Et si vous trouvez pas, on peut se débrouiller. Vous allez dans les brocantes ? Oui, par exemple. Dans les brocantes, par exemple, on en trouve encore assez facilement. Un autre objectif, c'était intégrer le traitement à son rythme de vie. Pour ça, on a un outil dans la mallette qui s'appelle l'horloge, avec le type de journée en haut à gauche, la pendule de 24 heures, les événements dans la journée, donc petit déjeuner, enfin voilà, il y a différentes petites magnettes que le patient peut positionner, les modulateurs qu'il va mettre aussi, qui sont positionnés à côté, et une frise des 6 heures pour travailler un petit peu la prise de traitement. Donc, il va identifier les modalités de prise, donc gras et enzymes pancréatiques, et il va gérer l'oubli de sa prise ou de sa prise normale, une prise qu'il n'a pas pu réaliser. Nous, on va repérer les freins et les leviers de la prise, en particulier le délai des 6 heures qu'on va pouvoir travailler avec lui, avec ce magnète vert qui est là, que vous pouvez déplacer en fait. C'est celui-là. Pardon, celui-là que vous pouvez déplacer sur l'horloge. On va prévenir les éventuelles interactions médicamenteuses et autres. Donc ça, c'est ce qu'on a en bas dans les cartes conseils des conseils. Donc ça, c'est la 3e partie de la mallette. Ça va servir essentiellement à ouvrir en fait le dialogue avec le patient. Ce qu'on veut voir, c'est un peu ce qu'ils font. Des fois, nous, on a eu des surprises sur les bilans. Donc quand on leur demandait un petit peu leur prise, ce qu'ils faisaient, comment ils luttaient contre les insomnies. Donc ce qui nous a paru le plus simple, c'est d'avoir ces cartes, de proposer ces cartes pour ouvrir au dialogue. Pour qu'ils puissent nous dire un petit peu ce qu'ils faisaient, en particulier la prise de CBD, choses comme ça qui revenaient quand même assez souvent. Et enfin, dernière partie de la mallette, c'est les événements. Donc ça, en fait, on a, via différentes façons, Facebook, les études et tout ça, on a essayé de reprendre un petit peu tout ce qui était événement, indésirable ou pas. On n'a pas voulu appeler ça effet indésirable, effet secondaire indésirable, mais événements, parce qu'il y avait aussi des événements positifs. Donc là, on a 36 cartes, il me semble, avec là, vous voyez des modèles qui ont été mis. Pareil, alors, on va les trier en fonction si on est en CRCM pédiatrique ou adulte. On ne va pas tout présenter au patient. Il va en choisir quelques-unes, et c'est pareil, on va ouvrir sur le dialogue. Et l'idée, c'est de voir un petit peu ce qu'il a fait avec ces événements, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a mis en place, est-ce qu'il a utilisé des trucs et astuces sur lesquels on va pouvoir discuter avec lui. Voilà. Et du coup, c'est pour tout public. Là, on vous a remis un petit peu l'objectif général, les outils, le public. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, tout ce qui est dans la mallette. Alors, la mallette, vous ne l'avez pas encore. Pour l'instant, on n'a que le prototype, mais qui va évoluer un peu parce qu'on s'est rendu compte que l'horloge était un petit peu petite. Donc, on va essayer de faire une horloge en 2 parties pour que les magnettes puissent tenir tous ensemble. Enfin, il y aura quelques petites modifications, mais pas grand-chose. C'est quasiment en fin. Il manque la partie repas. Oui, pardon. Exact. Quand on parle de la prise de traitement du patient sur l'horloge, on a aussi toute la partie du repas. On utilise la fiche 10 grammes de gras pour voir un petit peu pareil comment ils prennent leur traitement, comment ils ont choisi leurs 10 grammes de gras. Voilà. J'ai rien oublié. C'est bon. Avec des équivalents, en fait, on a essayé de classer les 10 grammes de gras un peu autrement parce qu'on se rend compte en discutant avec les patients que parfois ils ne prenaient pas de petit-déj mais une collation, qu'il fallait que ce soit une collation facile à manger. Donc on a été piocher un peu les aliments en les regroupant par type. Donc tout ce qui est plutôt charcuterie, tout ce qui est plutôt sec, voilà, pour qu'ils retrouvent quand même les 8 à 10 grammes de gras. Ou 5 à 10 chez les petits. Donc on espère pouvoir vous donner cet outil très bientôt. La problématique, c'est qu'on n'est vraiment pas nombreux dans le groupe et que du coup on a du mal à avancer. On est souvent 2 ou 3. Donc si vous avez là remarqué déjà des choses, n'hésitez pas à nous faire des retours s'il y a des demandes. Merci Claire. Et moi je vais juste vous représenter très très rapidement, parce qu'on est très en retard, des outils que normalement vous connaissez tous,
Donc c'est pareil, si vous les avez pas ou vous les connaissez pas, n'hésitez pas à les regarder sur le site ETP de la filière ou à nous les demander. Donc le premier qu'on avait fait un peu dans l'urgence, un peu dans l'été, en catastrophe avec Cathy, c'est le premier ici, là. Donc c'était vraiment comment prendre le Kaftrio quand c'est arrivé chez les adultes. Et puis du coup, là, on a fait un équivalent chez les petits, donc pour les 2-5 ans, avec à chaque fois un peu les recommandations, les événements qui peuvent survenir. Donc c'est un petit livret que vous pouvez donner aux familles et qui est disponible sur le site, que vous pouvez réimprimer. Et puis l'équipe de Grenoble a fait un petit livret qui s'appelle « Comment avaler ses comprimés » pour nous aider avec les patients qui ont du mal. Donc on peut anticiper les prises avec notamment du travail orthophonique. Et là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est plein de petits exercices à faire avec des patients, donc, y compris avec des adultes. Moi, je l'ai utilisé avec plusieurs patients adultes pour les aider à avaler les médicaments. Donc il est aussi disponible sur le site de la filière. Et puis, que vous devez avoir donc la fiche parentalité et grossesse, qu'on a fait aussi dans le groupe grossesse du GTEM. Et ça, l'idée, c'était comme tous les autres documents dont on vient de vous parler, c'était vraiment d'ouvrir la parole. Donc c'était vraiment parlons-en. Donc on a ouvert beaucoup plus large que la grossesse sur la santé, la génétique et la fertilité. Donc c'était plus pour discuter avec les patientes, notamment jeunes, qui ne voulaient pas d'enfants. Donc je souhaite avoir un enfant et du coup, comment je fais pour en avoir. Mais il y a aussi, aujourd'hui, je ne souhaite pas avoir d'enfants. C'était pour ouvrir la discussion, notamment à la contraception. Donc normalement, tous les CRCM ont reçu cette affiche. Pareil, si vous ne l'avez pas, un petit mail. Alors je suis désolée de la qualité photo, j'ai eu un bug d'ordinateur. Donc ça, c'est le document que vous reconnaissez très bien, qui est les 10 grammes de gras. Tout le monde le connaît, normalement tout le monde l'a déjà utilisé, qui est distribué par Vertex et vous pouvez faire la demande. Et puis, voilà, Claire le montre en vrai. Et puis là, c'est la dernière mallette qui a été présentée dans un poème, donc qui est la mallette qui a été faite par l'équipe de Créteil sur les exacerbations, la gestion des exacerbations. Et ça, c'est un des outils qui a été remis un petit peu au goût du jour. Il existait au GTEM un vieux document que vous deviez utiliser qui s'appelait « Réagir » en cas d'exacerbation. Donc là, il a été remis vraiment au goût du jour avec les modulateurs. Donc c'est des outils qui ont été remis. Il y a probablement beaucoup d'autres outils qui existent, beaucoup d'autres équipes qui ont fait des choses. Donc on n'a pas forcément tout mis, je vous ai mis là. Dites-nous si vous avez des outils, on peut compléter. Et puis on peut les mettre à disposition des équipes si vous le souhaitez sur le site. Des questions ou quelqu'un dans la salle qui... Et juste, Cathy, il reste Pardon. 2 dias en 2 secondes. Des exemples de séances collectives qui ont été faites donc à travers les modulateurs. Donc ça, c'est 2 exemples de séances qui ont été travaillées pendant la formation patient-partenaire, donc par des binômes soignants-patients ou soignants-parents. Donc les 2 exemples que je vous ai mis, celui-là, c'est vraiment autour du changement corporel sous les modulateurs. Donc c'est une séance qui est animée, donc en l'occurrence par l'infirmière coordinatrice de Nantes et la patiente partenaire qui vient de finir sa formation. Et l'idée, c'est d'échanger avec des patients adultes sous modulateurs, donc ceux qui sont sous modulateurs depuis plus de 2 ans et qui ont exprimé un mal-être lié à leur aspect physique, donc quel qu'il soit. Ça peut être une prise de poids, mais ça peut aussi être des problèmes cutanés, ça peut être vraiment l'aspect physique. Et on vous a mis les idées d'objectifs à travailler. Celui-là, c'est un autre qui a été fait pour les adolescents par l'équipe de Bordeaux, donc Caroline Bruno, la kiné, avec une maman pendant leur formation. Et donc c'est vraiment pour discuter autour du regard de l'autre face à différentes situations. Et ça, c'est 2 exemples de séances collectives qui sont faites en distanciel. On en reparlera tout à l'heure. Et puis la dernière, donc ça, c'est une séance qu'on avait fait avec Claire quand on a fait une formation sur la IETP de 2 jours à Nantes. Donc c'était une séance autour de moi et les modulateurs. Donc on a fait totalement en distanciel. On partait de depuis quand ils sont sous modulateur, avec un photo-expression, un Padlet qui disent un petit peu leurs événements, et puis après on échangeait sur les trucs et astuces. Donc là, c'était essentiellement pour vous montrer le style de séance collective qu'on pouvait faire sur les modulateurs, et puis plein d'outils dont on va vous reparler qui peuvent être utilisés pour animer de la IETP. C'est bon, Cathy. Oh, j'ose plus parler. Alors justement, il y a la 2e volée de la formation parents, patients, partenaires en binôme avec les CRCM. Donc n'hésitez pas à envoyer vos candidatures à Vaincre la muco à Marie Labouré qui est juste là-bas dans la salle et que vous pouvez la solliciter ou vous pouvez demander à des équipes qui l'ont faite ce qu'ils en ont pensé. Et donc voilà, il sort des belles séances et notamment la séance de Nantes sur l'image corporelle en utilisant un tableau. C'est vraiment très très
on se projette tout de suite. Du coup, effectivement, donc j'ai bugué, hein, donc ça y est, je me suis réveillée. On a le plaisir d'accueillir en distanciel Vanessa Rousset. Alors Vanessa Rousset, je vais lui laisser le soin de se présenter un petit peu plus précisément, mais voilà, elle est en grand. Sachant que Vanessa, j'ai croisé notre chemin commun sur les bancs de Genève en faisant une partie moi du DIFEP et elle l'a fait en entier. Et on s'est retrouvés à la plateforme d'expertise maladies rares de la région Rhône-Alpes-Auvergne, auquel j'ai le plaisir d'être un petit peu à ses côtés et de boire ses paroles dans la dimension de l'IETP. Vanessa, on te laisse prendre le lead. Très bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir et surtout dans ce format distanciel. Merci à toutes les personnes qui ont rendu cela possible. Alors rapidement, parce que le but c'est pas de parler de moi. Moi, je suis de formation infirmière. Je fais de l'IETP, je fais de l'ETP depuis un peu plus de 18 ans. Effectivement, j'ai été formée à Genève et la particularité que j'ai et ce qui m'amène à être devant vous aujourd'hui, c'est que j'ai fait un DU de Digital Learning Designer. Donc, je me suis intéressée déjà depuis quelques années à ce format distanciel que j'avais pu goûter moi en tant que formée et où je m'étais dit que ça pouvait être quelque chose d'assez qui pouvait répondre en tout cas aux problématiques qu'on rencontrait dans le recrutement des patients qui ont du mal à participer à l'ETP quand ils habitent un peu loin. Et je pense que dans le champ de la maladie rare, ça a complètement sa place. Alors, je vais vous partager mon écran. J'espère que vous le verrez bien. Et on va essayer de répondre très rapidement à cette question que m'a soumise Cathy Rena. IETP, New Deal ou Bad Deal? Alors, la première chose, c'est pourquoi parler de deal? Pourquoi parler de New Deal? Un deal, quand on regarde la traduction de ce mot anglais, on trouve plein de mots. Accord, affaire, transaction, marché, arrangement. Et de fait, cette notion de deal, elle renvoie à l'idée d'un accord entre différentes parties. Du coup, la question qui m'est venue, c'est de dire, mais alors finalement, les différentes parties qui sont concernées par l'IETP, c'est qui? Eh bien entendu, ce sont les patients, parce que ce sont les premiers bénéficiaires de l'ETP. Et puis, bien entendu, vous, professionnels de l'ETP, et quand je dis vous, ça comprend y compris, bien sûr, les patients intervenants, mais aussi les institutions, nos établissements, parce qu'on nous donne les moyens de pouvoir faire de l'IETP, et donc les services numériques dont on peut avoir besoin. Et vous voyez qu'aujourd'hui, l'équipe technique a été très présente à mes côtés pour pouvoir intervenir. Alors, il y avait aussi l'idée de New Deal. Et cette idée-là, j'ai voulu la travailler un petit peu parce qu'elle a un sens particulier au-delà du sens de nouvel accord, nouvelle donne. En fait, ça fait écho à de la politique et ça nous renvoie à Roosevelt, qui était président des États-Unis dans les années 30 et qui avait mis en place... Ah, on m'appelle, y aurait-il un problème technique? Allô? Alors, je reviens. Oui, je crois que c'est bon. Je vois dans l'écran que ça doit être bon. Je vais continuer. Donc, je disais donc que cette notion de New Deal, elle renvoie à la politique de Roosevelt dans les années 30, qui avait mis en place, suite à la Grande Dépression et notamment suite au crash de 1925, une politique qui avait pour but de soutenir les couches les plus démunies de la population. Et en fait, bien sûr, il avait envie de réussir cette réforme des marchés financiers qui avait pour but de redynamiser l'économie. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai fait le parallèle avec l'IETP et la question que je me suis posée, c'est est-ce que du coup l'IETP serait elle aussi une réforme innovante qui viendrait redynamiser l'ETP ou au contraire, comme le titre le propose, un bad deal et une mauvaise affaire? Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'IETP? Et là, je remercie vraiment les personnes qui ont eu l'idée de faire ce WooClap en début d'après-midi, parce que j'avais eu la même idée. Et j'avais constaté, moi, depuis longtemps, qu'effectivement, la notion d'IETP et d'ETP à distance sont souvent amalgamées.
pour beaucoup de personnes, et ça s'est confirmé dans votre nuage de mots, l'IETP renvoie à l'ETP à distance, à la visio. Or, ce ne sont pas exactement deux termes superposables, puisque bon, l'ETP à distance, évidemment, comme on l'entend, ça se passe à distance, comme on le fait actuellement. Les participants et les éducateurs thérapeutiques sont à distance les uns des autres, et il n'y a pas d'unité de lieu. Alors que l'IETP, en fait, le E de IETP, le I en anglais, ça renvoie au terme électronique en anglais, et ça marche aussi en français, c'est l'ETP qui fait appel à l'électronique. Et du coup, en fait, vous faites aussi de l'IETP, vous pouvez en faire en tout cas quand vous êtes en présentiel, à partir du moment où vous avez un ordinateur, un écran pour projeter, peut-être que vous faites appel à des vidéos, YouTube ou des vidéos que vous avez vous-même conçues, et puis peut-être vous pouvez utiliser par exemple Clap en présentiel, c'est tout à fait possible, et bien du coup vous faites déjà de l'IETP. Voilà, alors bien sûr, après on a l'ETP à distance fait partie de l'IETP, mais ça ne se réduit pas au distanciel. Alors là, cette fois, c'est moi qui ai un problème, parce que je n'arrive plus à faire avancer mes slides. Voilà. Et puis, je voudrais parler avec vous d'un terme un peu particulier, qui est le terme blended learning, qui nous vient de la formation à distance aussi, en tout cas du e-learning. Et le blended learning renvoie à un dispositif d'apprentissage hybride, puisque le terme to blend en anglais signifie mélanger, mixer. Donc c'est un dispositif qui mélange, qui mixe du présentiel et du distanciel en proportion variable et surtout selon les besoins. Donc c'est le rôle d'un digital learning designer, c'est vraiment de travailler avec l'équipe éducative, avec l'équipe pédagogique pour déterminer qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va garder en présentiel, parce qu'il y a des choses que de toute façon on ne pourra jamais mettre à distance, et ce n'est pas le but de tout mettre à distance. Et puis qu'est-ce qu'on va mettre en distanciel. Et dans le distanciel, on va distinguer le distanciel synchrone et le distanciel asynchrone. Alors, autant dans le présentiel, on a une unité de temps, une unité de lieu. Dans le distanciel synchrone, comme on le fait actuellement, eh bien, on a une unité de temps, on est tous là en même temps, mais pas dans le même lieu. Et donc, on est connecté, mais en même temps, ça permet quand même un feedback immédiat. Si vous me posez des questions, je vais pouvoir vous répondre. Et ensuite, il y a le distanciel asynchrone. Alors là, c'est tous les apprentissages qui n'exigent pas qu'on soit ensemble, qu'on soit une implication simultanée. Les participants peuvent apprendre tout seuls, à leur rythme, relire, lire ou revoir les documents. Donc, il n'y a plus d'unité de temps ni d'unité, je vais y arriver, de lieu. On a un terme en e-learning qui est un acronyme qui est ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device. Ça veut dire que je peux à n'importe quel moment, depuis n'importe où et à partir de n'importe quel support, que ce soit un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur, me connecter à ces apprentissages et puis faire les choses à mon rythme. Alors là, peut-être que vous êtes en train de nous dire non mais là, c'est bon. Autant déjà le distanciel synchrone, le TP, la visio, c'est compliqué. Alors l'asynchrone, c'est pas pour nous. Et pourtant, si vous faites une séance de TP et que en amont de votre séance ou en aval de votre séance, vous envoyez à vos patients des documents, ça peut être une synthèse des messages clés ou que sais-je, peut-être une synthèse de ce qu'ils ont pu échanger durant la séance, vous envoyez tout ça par mail, et bien vous êtes déjà dans de l'asynchrone. Donc, en fait, là encore, c'est des choses que vous savez faire et que vous faites depuis longtemps. Donc, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui disait, enfin, dans les nuages de mots, j'ai vu un mot qui était que l'IETP, ça pouvait être infantilisant. Alors là, si c'est infantilisant, ben écoutez, oui, on est peut-être dans du bad deal alors. Mais pour moi, l'IETP ou le TP, c'est la même chose, c'est juste la modalité qui change, c'est la façon l'outil, le support, mais le TP reste le TP. Donc si ça devient infantilisant, c'est peut-être pas à cause de l'IETP. Alors, par contre, c'est sûr que ça peut tourner au cauchemar si ça fonctionne pas très bien.
Et effectivement, on dépend du matériel électronique. Donc, on a besoin de ce matériel. On a besoin que notre administration, notre établissement nous mette à disposition ce matériel. Et surtout, on a besoin de savoir l'utiliser. Parce que j'ai assisté dernièrement avec une équipe comme ça à une séance où les médecins sont arrivés, ils ont branché l'ordinateur, ça n'a pas fonctionné, le diaporama a été affiché en mode dégradé et c'était très dommage. Donc là, c'est sûr que c'est l'angoisse et c'est pas ce qu'on souhaite. On dépend aussi de la connexion Internet, de la qualité du réseau. Aujourd'hui, vous avez utilisé WooClap. Si vous voulez que vos participants utilisent WooClap, y compris lorsque vous faites du présentiel, eh bien, il faut s'assurer que dans la salle où vous allez être, les participants vont pouvoir avoir du réseau sur leur téléphone. Donc, il y a de l'anticipation. Il faut que j'ai identifié la salle, m'assurer que j'ai de l'Internet qui fonctionne, du réseau et que je réserve ma salle pour être sûr que le jour venu, quelqu'un d'autre ne l'aura pas fait à ma place. Pour une autre raison. On dépend aussi de la capacité à utiliser les outils. Hein. Si on utilise WooClap, eh ben, il faut savoir utiliser WooClap. Actuellement, au sein de la PEMR, on propose, nous, des ateliers en ligne pour permettre aux soignants, enfin tous les intervenants, tous les professionnels de l'ETP, y compris les patients, de se former à l'utilisation de cet outil ou d'autres outils à la demande. Et bien sûr, il faut toujours tester avant, bien en amont de la séance, pour s'assurer qu'on est prêt. Je souligne qu'il y a beaucoup d'outils qui sont utilisables en version gratuite et totalement sécurisée pour le patient. Et la règle d'or, c'est vraiment, mais ça c'est vrai, c'est comme en ETP en présentiel, c'est pour ça que c'est pas différent, c'est que votre outil, quel qu'il soit, il doit vous permettre d'atteindre votre objectif pédagogique et c'est certainement pas votre objectif pédagogique qui doit s'adapter à votre outil. Il ne faut pas me dire, oh, Geniali, ben, c'est génial et justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet outil? Non. C'est soit avec Geniali, on fait quelque chose qui correspond à ce qu'on veut faire, soit on choisit un autre outil. Et puis, garantir la sécurisation des données du patient, ça reste un message prioritaire pour moi. Il faut s'assurer que chaque fois qu'on fait quelque chose, la sécurité des données du patient est assurée. C'est pour ça que quand on veut faire un BEP en distanciel, peut-être qu'il est préférable d'utiliser, si on peut, un outil de téléconsultation. Mais il faut comprendre que des outils tels que Teams, Zoom, WhatsApp, alors j'ai entendu Facebook tout à l'heure, bon, c'est pas des outils qui sont hébergeurs de données de santé. Et il faut inviter les participants, dans la mesure du possible, de se connecter soit avec un pseudo, soit juste avec leur prénom, ou à l'aide d'un code. WooClap est parfait pour ça, justement, à bien penser à respecter le RGPD et ne pas enregistrer la séance. Enfin, en tout cas, surtout demander aux patients de ne pas le faire parce qu'on est comme en présentiel, on doit faire s'engager à un respect de ce qui est dit. Donc, je réinsiste sur le fait que l'IETP reste de l'ETP. C'est pas si nouveau que ça. Hein. Vous en faites déjà, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Eh bien, faites-vous confiance. Alors, c'est sûr que c'est un deal, donc il faut que tout le monde soit d'accord. Et pour être d'accord, peut-être qu'il faut apprendre et apprendre à son rythme, se donner le temps d'y aller doucement et peut-être que renforcer ce que vous faites en IETP en présentiel, ça vous donnera plus d'assurance quand vous passerez en distanciel. Je ne reviens pas sur la sécurité des données du patient, mais c'est quand même un point central, pardon. Et puis ça permet quand même de donner du dynamisme aux séances. Je vais vous montrer des exemples. Mais surtout, il ne faut pas oublier de bien préparer, anticiper et puis être sûr qu'on maîtrise bien les outils. Et quand on en est là, eh ben, on peut prendre beaucoup de plaisir et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer parce que c'est ce qu'on a fait avec nos équipes au sein de la PEMR. Alors, je vais changer d'écran et je vais vous montrer une petite vidéo. J'espère que vous aurez bien le son. Je vais m'assurer quand même au niveau du partage d'écran. Voilà, je vais inclure le son. Et je vous présente une vidéo qui a été créée en fait pour animer une situation problème. Je suis pas sûre que...
On n'a pas. C'est parce que c'est quand j'ai permuté le. Ok, attends. Je reviens sur mon. Hop. En plus, on est. Ah, voilà, partager. Alors, attends, partager. Ah, c'est tentant, hein, c'est tentant pourtant. Alors, attends. Écran. Je remets à 0. Hop. Et hop. Oui, j'ai bien compris. Mais ce qu'il faut, c'est que vous le voyez, surtout, c'est ça qui serait intéressant. Partager. Voilà. Normalement, ça doit être bon. Tu vois là. Ok. Voilà, je suis, je pense, de nouveau avec vous. Oui. Vanessa, tu nous entends? Oui, je vous entends. On est de nouveau tous ensemble. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Vanessa? Pour l'instant, non. Peut-être elles seront groupées avec les nôtres. Oui, merci Vanessa, en tout cas. J'espère que ça a été clair. On va te remettre en off. On passe à la suite et puis il y aura peut-être des questions groupées. Alors avec Claire, on va essayer de vous présenter un petit peu concrètement tout ce que vient d'expliquer Vanessa et de vous montrer que dans la filière muco-CFTR, on est déjà très très actif, qu'il existe beaucoup de choses. Et comme l'a dit plusieurs fois Vanessa, l'ETP on en fait depuis longtemps. De la IETP on en fait aussi depuis longtemps, mais on n'avait pas forcément identifié. Et puis il y a peut-être quelques petites choses en ajustant assez facilement et assez simplement qu'on va pouvoir mettre en place. Alors, je vais reprendre un petit peu tout ce qu'a dit Vanessa, ça tombe bien, on parle un petit peu de la même chose. Donc, dans les formats d'IETP, il y a effectivement tout ce qui est synchrone, c'est les moments où l'éducateur et l'apprenant vont interagir en direct, ensemble. Donc, peut-être que vous utilisez déjà, pendant les consultations, la tablette Mucomutation. Donc là, vous faites de l'ETP synchrone, de la IETP. Ou peut-être que vous avez déjà utilisé les e-learning faits par l'équipe de Roscoff, notamment celui sur l'hypofertilité, avec le patient à côté de vous. Ou alors, vous pouvez faire aussi de l'IETP en asynchrone. C'est le patient qui va utiliser tout seul la ressource pédagogique, donc comme le même IETP, hypofertilité, mais en donnant le lien au patient qu'il le fasse à la maison. Ou, plutôt que d'utiliser la tablette Mucomutation, lui conseiller d'aller sur mucomutation.fr et de suivre un petit peu ce petit film interactif. Ou utiliser les petits tutos qui ont été faits par l'équipe de Bordeaux, donc notamment sur les EFR, mais aussi sur le lavage de nez, sur la spiro, avec des QR codes que vous donnez au patient et qui peut, lui, après, aller consulter tout seul chez lui. Il y a les formats qui sont dits hybrides, donc c'est avec des patients en présentiel et d'autres en distanciel au sein d'une même séance. Donc là, on peut dire qu'aujourd'hui, on fait un atelier en format hybride, puisque vous êtes tous ici et que Vanessa est à distance avec nous. Par exemple, de faire des séances collectives avec certaines personnes qui sont connectées et puis d'autres qui sont dans la salle. Il y a d'autres formats qu'on appelle mixtes. Donc mixte, c'est au sein d'un même programme, des séances en présentiel et d'autres en distanciel dans le programme. Donc c'est par exemple sur le parcours grossesse qu'on est en train de faire dans le groupe grossesse du GTM. On fait des séances individuelles dans le CRCM et puis après on propose aux patients, et en l'occurrence aux patientes,
de suivre des sessions collectives en visio. Donc là, c'est un format qui est dit mixte. Et ce que vous faites, je pense, déjà probablement tous, c'est ce qu'on appelle le présentiel enrichi. Donc c'est utiliser des outils numériques au cours d'une séance présentielle, comme un quiz sur une tablette, comme montrer un petit film et en discuter avec le patient, comme tout ce qui est tuto interactif. Et puis, il y a tout ce qui est en distanciel. Donc, distanciel, c'est essentiellement des séances en visio, sur des sessions collectives ou comme les visios nationales dont je viens de vous parler pour la grossesse. Et ça, c'est du coup un petit peu plus complexe. Et avec Claire, on va plutôt s'atteler du coup à ce format-là, qui est le format distanciel. J'insiste sur ce qu'a dit Vanessa. Donc, on avait pensé un petit peu la même chose avec Claire. C'est pas à l'outil vraiment de s'adapter à la séance. C'est à vous d'adapter votre outil à votre objectif de séance. Mais vous allez voir qu'il y a déjà plein d'outils qu'on peut utiliser. Je dirais par exemple des mots pour le dire que vous avez. Vous pouvez utiliser en papier avec le patient ou vous pouvez utiliser à travers un écran, soit en le remplissant avec le patient à côté de vous, soit en le remplissant avec le patient à distance, en partageant votre écran en fait, ou l'étoile parentalité ou le BEP CAF Trio que Germaine vient de vous présenter. Vous pouvez très bien l'utiliser en interactif. Donc ça, c'est des outils que vous pouvez utiliser sans adaptation. Par contre, il y a d'autres outils qui nécessitent d'être adaptés pour ces séances en distanciel. Et en général, on a au moins besoin d'adapter la mise en page pour que le format corresponde au distanciel. Ça soulève beaucoup de questionnements. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui est protection des données de santé parce que Vanessa en a parlé et elle en a très bien parlé, donc avec des données qui doivent être HDS. Nous, ce qu'on s'est dit avec Claire, ce qui était important, c'est vraiment de faire attention quand il y a plusieurs participants, quand vous envoyez des mails, de bien penser aux copies cachées, de proposer des pseudos, la caméra n'est pas obligatoire, et de rappeler aux patients des règles, donc notamment pas de capture d'écran, et puis de lui préciser que quand il est avec nous dans une consultation, on sait la confidentialité, on sait qu'il est tout seul. Quand il est au domicile, il peut avoir ses enfants qui passent, son conjoint, donc de lui rappeler que cette confidentialité aussi, elle est nécessaire à domicile. Il y a tout ce qui est cadre réglementaire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de définition officielle. Les ARS sont plus ou moins soutenantes. Là, pour exemple, je vous ai mis le nouveau dossier national de déclaration de programme. Vous avez la petite ligne ici que vous ne voyez pas très bien, le dossier qui est à remplir. C'est écrit le mode d'animation et ils ont précisé le mode distanciel IETP. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même ouverts à ça. Il y a des compétences spécifiques pour animer de l'animateur. On va en reparler tout à l'heure et notamment ça nécessite de tester les outils, comme l'a dit Vanessa, de se les approprier. Et puis ça nécessite avec les participants d'énoncer des règles de fonctionnement, des points de vigilance. Et Claire vous précisera un petit peu tout à l'heure. Il faut faire en sorte que le groupe fonctionne. C'est pas tout à fait la même chose quand on est tous derrière un écran que quand on est tous dans la même salle. Et du coup, il y a une gestion du groupe qui est un petit peu différente. Et là, on vous a mis un petit peu les règles que nous, on a émises, donc avec l'adaptation des outils, qui sont aussi un petit peu les mêmes qu'en présentiel. Une durée de séance, donc pas dépasser 1h30. Éviter d'être trop nombreux, au moins les premières fois, parce que c'est complexe. Et puis, c'est vraiment en fonction des compétences travaillées qu'on va utiliser des méthodes pédagogiques qui vont être différentes. Donc, on va revenir sur les adaptations nécessaires et puis sur éventuellement la possibilité de programmes nationaux. Alors, pourquoi se lancer, justement ? Donc, pourquoi ? Parce qu'on a des patients qui peuvent être éloignés de leur CHU. On a des patients qui sont de plus en plus actifs, donc c'est plus facile, des fois, de faire une séance en distanciel que de les faire venir dans les CHU. Il y en a qui n'ont pas envie de revenir pour faire de l'ETP en dehors des consultations, et des fois, c'est difficile de grouper consultation et séance d'ETP. Pas de risque infectieux, donc c'est accessible à tous, y compris les BMR. Pas de fatigue liée au déplacement. Certains CRCM ont des patients qui sont très loin du CRCM, donc il peut y avoir quand même des fois pas mal de routes à faire. Il y a la protection par l'écran. Quand les outils et les séances sont créés, c'est un gain de temps. Une fois que vous avez préparé votre séance, que tous vos outils sont prêts, la séance se fait assez rapidement et elle est facile à reproduire. Pas de matériel à préparer, ni de salle à réserver, ni de salle à ranger. Intervention plus facile des patients. Parents partenaires, par exemple, ça on en reparlera aussi. C'est dans l'air du temps. Les patients, ils sont très friands de tous ces nouveaux outils. C'est dynamisant et motivant pour les équipes. C'est vrai que nous, en faisant l'IETP, on a redynamisé un petit peu dans nos groupes notre façon de faire de l'ETP. Ça a vraiment remis de la dynamique dans l'ETP. Et pour le national, c'est accessible à tous et c'est non dépendant des propositions du CRCM. Il y a quelques groupes
en particulier grossesse, qui sont des groupes nationaux proposés au national. Donc ça peut être intéressant pour le patient. Alors les freins. Vanessa en a parlé un petit peu tout à l'heure, il me semble. On pourrait parler des problèmes de matériel informatique, des connexions Internet, une salle dédiée, un lieu calme, des compétences soignants, dont Amélie vous a parlé tout à l'heure, la crainte de ne pas savoir gérer notre séance d'IETP, la sécurité des données de santé, dont Vanessa vous a beaucoup parlé tout à l'heure, le temps de création, par contre, de l'outil. Quand il est créé, c'est facile, ça ne prend pas beaucoup de temps. Par contre, des fois, ça peut prendre beaucoup de temps de le créer. Le travail de co-création des outils numériques avec plateforme dédiée qui peut être chronophage aussi. Même si ça nous aide, ça nécessite des réunions avec eux, ça nécessite pas mal de travail en amont avec eux qui lui est chronophage. Donc les leviers à ces freins, il faut penser que dans les CH, il y a des équipements informatiques. Ça nécessite donc pour le patient juste une connexion Internet, une casque ou pas, caméra ou pas. Certaines ARS sont aidantes. Pour la déclaration de programme, pour le financement, pour les plateformes dédiées. Les patients, ils ont souvent un ordi, une tablette ou un téléphone, donc ils ne sont pas obligés d'avoir un ordi, ils peuvent faire ça sur tablette. Téléphone, quelquefois, ça dépend du format que vous utilisez. Le téléphone est petit, donc des fois, ce n'est pas forcément adapté, mais s'ils ont que ça, c'est faisable. Il faut penser aux salles de visio dans les CH. Il y a pas mal de salles de visio qui sont utilisées pour les téléconsultations et que nous, on peut utiliser si on veut. Il suffit juste d'aller sur le planning et de réserver la salle. Donc, une fois que l'outil est créé, il est utilisable et partageable pour tous. Il y a une participation active aux réunions du GTM en distanciel avec l'utilisation des outils. Donc, nous, au sein du GTM, on utilise déjà pas mal d'outils dont on va vous reparler tout à l'heure. Il y a des formations, animations proposées par la filière. Et il y a possibilité de vous accompagner quand c'est votre première séance d'IETP. Donc, il y a un appel à projet ETP filière, mais on en reparle, je pense, derrière. Alors, pour vous donner des exemples de ce que les équipes font déjà, donc il y a effectivement, je vous en ai parlé, les groupes grossesse du GTM, avec des visios nationales sur grossesse et postpartum. Pourquoi au départ on a décidé de faire ces visios? Parce que en fait, les CRCM avaient chacun une ou deux femmes enceintes, et c'était compliqué d'organiser des séances collectives. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas se réunir à plusieurs CRCM et faire un groupe. Et du coup, comme les patientes étaient à la fois à Lyon, à Bordeaux, à Cochin et à Nantes et à Vannes, c'était beaucoup plus simple de faire de la visio, et pour elles et pour nous, notamment dans cette période de grossesse qui peut être un petit peu compliquée et fatigante pour les mamans. Donc maintenant, tout se passe en visio et ça marche très très bien. Il y a aussi le groupe des APA nationales qui propose des visios sur différentes thématiques, et notamment sur la maternité, pour les mamans qui viennent d'accoucher. Mais elle propose aussi des groupes, elle se groupe sur plusieurs CRCM pour proposer des séances en visio, donc un petit peu ce qu'on vient de faire tout à l'heure avec iLeague. Il y a des appels à projets qui ont été développés au niveau ETP. Et il y a des équipes, notamment l'équipe de Toulouse Pédiatrique, qui a développé des séances collectives pour les ados sur la gestion de l'autonomie. Donc ça, c'était en 2020. En 2023, il y a 2 nouvelles équipes qui ont répondu à l'appel à projet pour développer des outils en ligne via la plateforme, notamment Stimulab, donc Créteil et Trousseau, qui vont commencer. Vous connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé, les e-learning, donc sur l'hypofertilité et la génétique, qui ont été développés par Roscoff. Je vous ai remis le lien ici. Les outils mucomutation, avec la tablette interactive et le site internet. Je vous ai remis ici le nom. Et puis tous les petits tutos vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont été développés par l'équipe de Bordeaux Pédiatrique, notamment sur les thèmes des EFR, la spirométrie et le lavage de nez. Et vous flashez le QR code et vous avez accès directement au tuto. En ressources, donc là on vous a mis les principales ressources qui nous ont beaucoup nous aidés dans le groupe au départ. On s'est beaucoup basé sur une pharmacienne qui a fait sa thèse, qui était à l'époque à l'UTED d'Angers, qui travaille maintenant à Nantes, avec qui moi je travaille beaucoup, qui a développé des programmes nationaux en IETP, donc qui s'appelle Anouk Serin, et qui elle a fait tout un tutoriel sur la IETP. Donc ce tutoriel, vous retrouvez ici, je vous ai mis le lien vers la petite vidéo qui explique, et vous avez également son travail de thèse. Et en fait, chaque petit onglet vous envoie une vidéo pour expliquer comment utiliser l'outil. On a eu la chance de bénéficier de formations avec Joris Darfin de la société Agora d'Azibao. Donc on en a fait profiter aussi la filière. Donc je vous ai mis ici les formations via la filière, notamment les formations à l'animation participative en distance ou l'utilisation de logiciels comme Klaxoon. Donc ça a été pour les coordinateurs de programme pour l'instant et les animateurs de groupe du GTM, mais on pourra les développer un petit peu plus.
Et là, je vous ai mis tous les petits tutos de Joris. Donc, c'est des petites vidéos qui accompagnent sur comment faire en sorte que les sessions à distance soient participatives pour les personnes. On a découvert récemment plein de petits tutos sur Klaxoon. Donc, on a la chance, au niveau de la filière, d'avoir des logiciels. Donc, on a notamment un accès à Klaxoon sur le compte pro. Donc, on a créé des murs pour les personnes qui ont fait les formations avec nous. Si vous avez besoin d'accéder à ce logiciel, il suffit de nous faire une demande à Cathy ou à moi, et on vous crée des murs Klaxoon que vous pouvez après utiliser avec vos patients. Et là, vous avez plein de petits tutos de prise en main de Klaxoon assez faciles. Donc, c'est des petites vidéos de 1 à 2 minutes qui vous aident à aller sur les murs. Il y a les tutos de Vanessa, donc les aides qu'elle a déjà mis en place, et puis d'autres qu'on compte mettre en place avec elle. Et puis, vous avez sur le site de la filière beaucoup d'outils, de ressources, de partage, d'idées. Donc, c'est sur la partie privée. Vous avez le QR code ici pour accéder directement sur le site. Sur la partie privée, il vous faut une connexion. Donc, il vous suffit de demander un accès. Vous aurez un mot de passe et vous aurez accès à tout ce qui se fait en ETP dans la filière. Il y a beaucoup de choses qui sont sur la partie publique, mais il y a aussi beaucoup de choses sur la partie privée. Il faut attendre quelques jours après pour que votre connexion soit acceptée, mais c'est assez facile. Et puis, il y a donc l'appel à projet dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui est développé par la filière au niveau de l'ETP. On a la chance d'avoir une filière qui nous soutient beaucoup. Donc, si vous avez des projets, que ce soit développer un outil, acheter du matériel, faire une formation, il vous suffit de nous en faire la demande et puis on fait passer votre appel à projet, qui est accepté ou pas. Mais en tout cas, il faut demander. Je finis rapidement parce qu'on est un petit peu à la bourre, d'après ce que j'ai compris. Donc là, on vous a mis un petit panel des outils qu'on peut utiliser. Donc vous voyez les outils dont on vous a parlé. La présentation qu'on vient de faire, elle a été faite avec Canva. Donc on peut faire vraiment des trucs très sympas. Vous l'aurez sur le PowerPoint qui sera, vous pourrez récupérer derrière. Donc on vous a mis vraiment des exemples de ce qu'on peut faire avec ces outils-là. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Là, on vous a mis une petite image de règles du groupe qui existe. C'est celle qu'on utilise à Nantes pour nos groupes. Mais il y en a qui existent, il y en a que vous pouvez créer. L'idée, c'est d'avoir une règle de groupe d'IETP. Après, vous pouvez faire votre propre règle. Des tutoriels de connexion, envoyés aussi aux patients. Faut vous assurer avant que le patient sait comment se connecter, comment ça fonctionne et qu'il a bien compris les règles du groupe. Et là, donc, la partie privée, rubrique IETP du GTEM. Donc, quand vous scannez, comme vous a dit Amélie tout à l'heure, vous créez votre compte directement et on vous a mis plein de liens. En fait, vous pouvez voir un petit peu tout ce dont on vous a parlé avant, c'est-à-dire les tutos, les vidéos, tout ça. Donc, tout est dans le GTEM. Donc, allez sur le site du GTEM. En conclusion, donc, l'IETP, ça doit être fait en complément de ce qu'on fait déjà. C'est une demande de patient à laquelle on répond. C'est dans l'air du temps et ça fait partie du quotidien du patient. C'est une nouvelle dynamique d'ETP qui redonne un élan aux équipes. Et c'est un partage de bonnes idées de chaque équipe pour le national. Donc, en conclusion, lancez-vous. Voilà. T'as plus le droit de parler. Donc, les petites geekeuses de Nantes, c'est nous. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez nous contacter l'une ou l'autre. Vous scannez le QR code et vous avez directement accès à nos mails. Vous l'aurez sur le... Ça nous envoie direct un mail, ça vous met sur votre boîte mail. C'est assez magique. On a découvert plein de choses avec Claire récemment, on s'éclate. On vous propose de refaire le même petit WooClap qu'au début, qui va prendre 2 minutes. Donc, il faut rescanner parce que ce n'est pas le même code d'événement. Et comme ça, nous, on va pouvoir voir ce que vous avez pensé avant l'atelier et maintenant. Bon, je crois qu'on n'a pas trop de temps pour des questions parce qu'on est un petit peu en retard. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par mail. On sera ravis d'y répondre. On a mis également sur la table d'accueil, là où vous avez signé, récupéré vos badges, une boîte à idées avec des papiers, des crayons. On espère que les crayons, ils sont toujours, sinon vous devez en avoir dans la poche. N'hésitez pas à mettre vos idées, vos demandes, vos envies. Voilà, et à nous contacter. Sinon, vous pouvez aussi nous solliciter pour faire des accompagnements d'équipe aussi. Pour diverses raisons. Nous, maintenant qu'on est assez alerte avec le distanciel, on peut très bien accompagner des équipes, pareil, dans cette dynamique, refaire ce topo, reprendre un petit peu de temps avec les équipes pour vraiment le présenter à tous. N'hésitez surtout pas. On arrive à avoir le plaisir de voir l'équipe de la Réunion à peu près une fois par mois minimum. J'avais oublié qu'il était si grand le kiné. Donc on devrait réussir à se connecter avec les autres. Est-ce qu'on peut lancer le WooClap, s'il vous plaît?
Parfait, merci. Donc c'est facile, c'est la même question que tout à l'heure. Donc, sauf que c'est après cet atelier, comment vous vous sentez vis-à-vis de la IETP? Est-ce que ça vous a un petit peu aidé? Est-ce que ça vous a donné des idées, rassuré? Ou au contraire complètement effrayé? On a essayé de vous donner beaucoup d'infos en peu de temps, hein. C'est peut-être un peu... En même temps, vous êtes rendu compte que vous en faisiez déjà un petit peu, beaucoup? Pas du tout. 6,3, tout à l'heure on était à 3,8. C'est bien mieux. Alors la question suivante. Maintenant pour moi la IETP c'est... Ce que vous êtes en train d'expérimenter, vous voyez très bien que pour une séance, les patients voient la même chose. Donc c'est tout aussi, entre guillemets, intéressant de faire un nuage de mots sur une représentation, une idée. Et c'est très facile à concevoir, hein. Ça nous a pris à peu près 2 minutes. À L2, moins 5. L'avenir, génial, électronique, cool. Il reste 16 secondes. Il y en a pour qui ça reste compliqué, j'ai vu. Efficace, super, accessible, pourquoi pas. On vous enverra le petit nuage de mots, on le rajoutera sur les dias. Top. Et il y a une dernière petite question. Elle dit ça parce que j'allais parler. Ah non, elle est passée sur l'autre. C'est pas grave. Venez nous voir quand vous nous croisez, posez-nous des questions, n'hésitez pas. Et en tous les cas, on vous remercie beaucoup de votre participation à cet atelier. Et merci à nos super animateurs de groupe du GTM. Ils m'ont fait bouger.